Le générique est terminé, ça commence. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Merci d'être venus cet après-midi dans le cadre de ce Salon du Livre pour une rencontre exceptionnelle avec Christophe André. Nous sommes ensemble pour 50 minutes et le thème c'est « Est-ce que quelqu'un a vu le bonheur ?» C'est ce recueil de textes que Christophe a publié ces dernières années dans le magazine hebdomadaire Le 1 et que nous avons rassemblé avec nos amis des éditions de l'Aube pour faire ce texte, pour ce recueil, illustrer celui-là, mais il y a aussi une version non illustrée où il n'y a que le texte, mais le texte suscite déjà beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images. Merci Christophe d'être avec nous. Alors, médecin, psychiatre, psychothérapeute, écrivain, une somme de livres assez importante. Je sais que quelquefois tu critiques la pléthore, mais on dirait presque qu'il y a pléthore, mais non, parce que c'est toujours à la fois, bien sûr, de la qualité, c'est très humain, l'œuvre de Christophe André. Alors je vous cite quelques titres parmi nombreux. Le dernier s'appelle S'estimer et s'oublier. C'est déjà tout un programme qui est paru chez Odile Jacob. Et puis il y a eu ces 3 ouvrages parmi d'autres, mais très importants, parus chez nos amis de l'Iconoclaste, La vie intérieure, Le temps de méditer et puis ce très beau mot, consolation. Christophe, pour commencer, je voulais te demander d'abord, est-ce que tu aimes travailler pour la presse? C'est-à-dire, on dit toujours la presse est toujours pressée, il faut aller vite. Toi, tu es vraiment un adepte de la méditation, du temps long, du ralentissement. Tu critiques notamment dans un des textes l'accélérite. Alors, est-ce que travailler pour la presse, ça fait partie aussi de ton travail et de ta réflexion? Et oui, je me suis souvent interrogé d'ailleurs. Comme beaucoup d'auteurs, on a toujours envie de privilégier nos livres par rapport à tout le reste. Enfin, moi, c'est un peu particulier, puisqu'en tant que médecin, je ne voulais pas non plus quand même sacrifier mon métier de médecin, mais par rapport aux autres écrits, en tout cas. Et au début, c'est vrai que les articles, que ce soit les articles scientifiques ou les articles pour la presse grand public, de temps en temps, je me disais, mais peut-être, ce n'est pas une bonne idée, finalement, ça te prend de l'énergie, ça t'aspire des idées que tu pourrais mettre dans les livres. Et puis peu à peu, j'ai compris qu'en fait, c'était comme une sorte de petite gymnastique, de petit footing, d'entraînement régulier qui maintenait mon cerveau en éveil. L'avantage du travail qu'on fait pour la presse, en tout cas moi, en tant que psy, que commentateur de la vie quotidienne, c'est que ça affûte encore plus mon regard sur le quotidien, justement. Moi, j'invente rien, je ne suis pas romancier, je ne suis pas conteur, je suis juste un chroniqueur de la vie, de la psychologie. Et donc, j'observe tous les jours, comme vous toutes et vous tous, des petites scènes au quotidien. Et je les note dans un petit carnet. Et finalement, je m'aperçois que ces idées, ces observations un peu brutes, quand je les transforme en articles, par exemple le livre là, que tu m'as invité à faire pour le 1 et pour l'Aube, il y a beaucoup d'anecdotes, d'observations, de faits quotidiens. Eh bien, c'est une sorte de petit exercice beaucoup moins stressant qu'un livre. Quand vous commencez à écrire un livre, vous ne savez pas si vous arriverez à le finir, si au bout de 3 mois, il faudra tout jeter à la poubelle et partir sur une autre piste. Enfin, tu connais bien ça, Eric. Et alors que l'article, voilà, on sait que c'est un petit chantier plus maîtrisable et qui en réalité, donc voilà, je suis trop bavard, mais la conclusion, c'est que oui, maintenant, j'ai compris que ça me faisait du bien de travailler aussi pour des petits chantiers moins stressants, mais qui me permettent quand même de bonifier ce que je vois. C'est ça. Alors, j'aime bien cette expression des chantiers maîtrisables. Donc, nous, on tend à proposer une dizaine au cours de ces dernières années. Et je voudrais essayer de vagabonder à travers ces mots et ces idées que tu nous donnes. C'est vraiment un petit manuel de mieux vivre en temps de crise, ces textes brodés les uns aux autres. Et peut-être commencer par te demander quelles sont les plus grandes menaces qui aujourd'hui sont sur nous. Alors, je ne vais pas te parler de l'Iran ou de l'Ukraine, mais des menaces qu'en tant qu'individu, même si ces menaces-là peuvent aussi avoir une incidence sur nos vies, qu'est-ce qui est pour toi le plus dangereux dans nos vies aujourd'hui? Ce contre quoi il faut être équipé pour pouvoir lutter? Moi, là, si tu poses ce genre de problème, de questions à un charpentier, à un boucher, à un architecte ou à un psy, tu n'auras pas la même réponse. Moi, en tant que psy, je suis très sensible aux menaces, effectivement, sur notre psychisme, notre attention, nos émotions, notre équilibre intérieur. Donc, ce qui me frappe beaucoup et ce sur quoi je mets en garde mes lectrices, mes lecteurs, c'est
effectivement que nous vivons une époque qui est une époque quand même assez géniale, assez passionnante, avec cette pléthore d'informations, de distractions, de choses à lire, de choses à voir, de choses à écouter, de choses à faire, de voyages à accomplir. Mais justement, nous ne sommes pas bien équipés, nous les humains, pour la pléthore. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un très vieux cerveau dans un monde qui évolue à toute allure. C'est un cerveau qui marche assez bien quand même, mais qui n'est pas équipé, par exemple, pour ces histoires de rapport entre la pléthore et la carence. Vous savez, par exemple, on a des données sur il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment en médecine, c'est le jeûne. Alors, je le prononce à la toulousaine, je dis le jeûne, mais c'est le jeûne, comme disent les gens du Nord. Et pourquoi c'est important de jeûner dans nos sociétés? Parce que nous sommes surexposés à la nourriture, en tout cas cette partie du monde qu'est notre Occident, plutôt privilégié, etc. Et beaucoup d'entre nous cédons à l'appel de la nourriture, mangeons trop, grignotons trop, etc. Et du coup, on va chercher dans le jeûne une expérience qui est... Moi, j'ai fait régulièrement des retraites où on m'a appris à jeûner. On fait l'expérience de ce que c'est vraiment que d'avoir faim. Et on comprend que souvent, on mange sans faim. On mange parce que c'est l'heure, on mange parce qu'on s'ennuie, on mange parce qu'on est stressé, on mange parce que ça nous permet de retrouver des amis, on mange parce que ça sent bon, etc., etc. Et c'est un peu la même chose par rapport à toutes les autres chances qui nous entourent. On est dans une pléthore de choses à voir, la multiplication des séries, de choses à lire, de voyages à faire. Et si on ne comprend pas la menace que ça représente, à première vue, c'est une richesse, c'est une chance formidable d'avoir des milliers et des milliers de choses à faire comme ça. Mais en réalité, ça nous met dans une situation de frénésie de consommation. Hein. Ça me fait penser à... Alors moi, je n'ai jamais regardé de série de ma vie, je ne sais pas, je dois être trop vieux, je n'ai jamais accroché. Et je flaire que ça va mettre mon cerveau en danger. Si je commence à regarder le premier épisode d'une série passionnante, et il paraît qu'il y en a vraiment des génialissimes, je suis cuit. Je sais que ça... Ou en tout cas, ça va me coûter trop cher de résister, parce que c'est ça aussi le problème. On en reparlera tout à l'heure. C'est si je veux éviter de tomber dans une sorte d'addiction, de dépendance, de boulimie de bonnes choses, eh bien, j'ai deux solutions. Soit ce qu'on appelle dans notre jargon le contrôle du stimulus. Je me tiens à distance de ce qui me tente. Si j'ai tendance à trop boire, il n'y a pas d'alcool chez moi. Si j'ai tendance à trop fumer, pas de cigarette chez moi. Si j'ai tendance à trop regarder les écrans, je me débarrasse des écrans régulièrement. Ou bien contrôle de la réponse. Je sais que j'ai tendance à trop boire, j'ai des bouteilles à côté de moi, mais je me dis non Christophe, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne regardes pas la série, tu ne regardes pas les réseaux sociaux. Ça marche bien quelque temps. Et après, il y a une fatigue décisionnelle, un épuisement décisionnel. À force de prendre la décision de ne pas, au bout d'un moment, on craque. Et comme on vit dans une société qui utilise commercialement ces pléthores pour nous vendre des objets, des biens, des trucs très très bien. Hein, voilà, vendre des livres, vendre des séries, vendre des bonnes choses à manger, c'est formidable. Mais il y a quand même derrière des intelligences qui ont besoin non pas seulement qu'on en consomme, mais qu'on en surconsomme et qu'on en accumule. Et du coup, voilà, ce qui me frappe beaucoup et ce dont je crois nous avons besoin, c'est comprendre que nous vivons dans cet environnement qui sollicite notre bon vieux cerveau par là où il est très très faible. Et donc, pour finir, Eric, excuse-moi, je suis l'auteur le plus bavard du monde, mais c'est pas un hasard si des choses comme le jeûne sont à la mode, comme la méditation sont à la mode. La méditation, finalement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des moments qu'on se propose régulièrement de vivre, dans lesquels on ne consomme rien. On est juste là à savourer ce qui est là, gratuit, tout autour de nous, notre respiration, les bruits qui nous entourent, les sensations dans notre corps. On regarde défiler nos pensées. Si on est en plein air, on ouvre les yeux et on voit les vagues, les nuages, les gens qui défilent. Et on fait l'apprentissage de vivre des moments comme ça où ce qui est là nous suffit. On ne court après rien d'autre.
Et ce n'est pas un hasard s'il y a un grand retour de la méditation dans notre société. J'y vois un symptôme, en tout cas, de ce besoin confus que nous ressentons de nous protéger de cette menace-là. Tu me demandais ce qui me semble nous menacer. Ça, par exemple, ça semble nous menacer, à mon avis. Merci pour cette première réponse longue mais passionnante. Et effectivement, on reparlera un peu de méditation, qui est un thème très structurant dans ton travail. Est-ce que cette frénésie à vouloir consommer, elle est liée, comme tu le suggères dans un des textes, à l'idée que nous sommes finis, il y a la mort au bout, et qu'il y a quelque chose en nous qui veut encore plus absorber de choses, d'expériences, parce qu'on sait que ça va se terminer. Et toi, ce que tu dis, c'est parce que justement on va mourir, il ne faut pas trop courir. Oui, oui, oui. Et ça, c'est mes patients anxieux qui me l'ont appris. Lorsqu'on est anxieux, enfin moi je suis anxieux, mais j'ai soigné des gens qui étaient Et tu te soignes. Encore plus anxieux que moi, donc je me soignais grâce à eux, mais c'était un peu plus urgent pour eux. Mais sans le savoir, ils m'aidaient beaucoup. Quand on est anxieux, on a toujours tendance à se faire piéger par cette histoire-là. C'est-à-dire les anxieux, c'est des personnes qui ont un petit logiciel dans la tête qui leur chuchote « Tu te reposeras quand tu auras terminé ». Toutes les choses à faire. Tu auras fini les courses, le ménage, le travail, répondre à tes mails, répondre à tes SMS, tu auras vu tu t'es acheté un abonnement aux séries, il faut regarder toutes les... Et en fait, je me souviens que je faisais faire, maintenant j'ai pris ma retraite de l'hôpital Sainte-Anne, mais je me souviens que je faisais faire un exercice formidable à mes patients et patientes anxieuses qui, par exemple, quand ils rentraient chez eux, épuisés par une journée de boulot, se remettaient à travailler, à ranger, à faire tout ce qu'il y avait à faire dans un appartement ou dans une maison. Et donc, un des exercices que je leur demandais de faire, je leur disais, non, non, vous n'allez pas faire ça, vous allez, en rentrant chez vous, vous mettre dans votre canapé, regarder tout ce qu'il y a à faire et vous dire, non, 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 là, le plus important, je vais respirer, je vais me détendre, je vais me boire une petite tisane, un petit café, une petite bière, et je vais faire un truc beaucoup plus important que toutes ces choses-là, qui de toute façon seront à refaire demain et après-demain, etc. Je vais souffler un moment, je vais prendre soin de moi et je vais apprendre un truc importantissime, me poser, me détendre, me permettre d'être cool alors que j'ai plein de choses à faire. Parce que sinon, on est cuit. C'est-à-dire si on a ce raisonnement qui est présent dans l'esprit des anxieux de se dire « je me reposerai quand j'aurai fini tout mon boulot, toutes mes tâches, toutes mes choses à faire, j'aurai appelé tout le monde », enfin bref, voilà, tous les trucs, les to-do list, là, comme on dit aujourd'hui, eh bien ça n'arrivera jamais. Moi, je ne sais pas, est-ce que ça vous est arrivé déjà une fois dans votre vie, à un moment donné, de vous mettre au lit le soir en vous disant « j'ai fait tout ce que j'avais à faire ». J'ai appelé tous les amis, j'ai écrit à tout le monde, la maison est impeccable, il n'y a pas un bouton de culotte à recours, il n'y a pas un coup de balai à passer, le frigo est super plein, il y a des plats cuisinés d'avance pour tous les soirs quand les... Voilà. Moi, j'ai jamais vécu ça. Personnellement, ça doit être délicieux, mais ça n'existe pas. Donc, c'est un peu comme le paradis autrefois. Voilà, ça fait du bien d'y croire, mais c'est aussi un piège terrible. Et donc, cette histoire-là de courir après tout ce qu'il y a à faire nécessite d'abord qu'on fasse des petites expériences comme celle du canapé, parce que le changement en psychologie, il se nourrit de ce qu'on appelait autrefois des épiphanies. Tout à coup, un choc, une révélation, on se dit, mais c'est fou ce que tu es en train de vivre. Ouvre les yeux sur ce que tu es en train de vivre. Dans le bouquin, Eric se dit, c'est cool, je vais lui poser 3 questions. Oui, c'est bien, même quelquefois peut-être même pas 3. 3 est peut-être audacieux pour moi. Dans le bouquin, je raconte une histoire qui m'est arrivée sur ces machins-là, faire des choses, accélérer parce qu'il y a plein de choses à faire. C'était en Inde, donc on était, à un moment donné, on s'était reposé dans un hôtel un tout petit peu chic où on prenait un petit déjeuner, un breakfast pour bien se caler.
Et il y avait une file d'attente parce qu'il y avait un cuisinier qui faisait des super œufs brouillés, des omelettes génialissimes avec plein de petites épices, des petits légumes coupés, tout, un truc, ça sentait bon à 10 mètres. Donc je fais la queue, et la queue était conséquente quand même, et ça sentait tellement bon que je me dis, bon allez, hein, ça va un quart d'heure, hein, mais fais-le, ça a l'air super. Et puis j'arrive devant le cuisinier, et je vois que ce gros nigo, il avait 2 gaz, mais il se servait que d'un gaz. Et là, instantanément, mon cerveau d'occidental s'est dit, mais il est vraiment nigo, cet Indien, il a 2 gaz, il pourrait faire 2 omelettes en même temps. Là, au lieu de parler avec les gens, c'est un peu con, ça irait 2 fois plus vite. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais attends, le nigo, c'est pas lui, c'est toi. Lui, il est cool, il fait ses omelettes avec amour, il parle aux gens, il profite de ce qu'il fait, et ce qu'il fait est délicieux, les gens sont contents, ils ont bavardé avec lui, donc c'est lui qui a raison. Au lieu de se stresser avec 2 ou 3 gaz, là, sans pouvoir lever la tête et accélérer ses omelettes qui seraient peut-être moins bonnes, il prend son temps. Et voilà, ça pour moi, ça a été une sorte de révélation, d'épiphanie, de voir comment, dans mon cerveau, se logeaient des choses, des visions du monde que rationnellement je désapprouvais. Moi, j'étais le premier à dire à mes filles, mais on prend notre temps, c'est pas parce que la vie est courte qu'il faut la traverser à toute allure, au contraire, puisque la vie est courte, savourons chaque instant. Et puis à la première occasion, je voyais que mes automatismes allaient dans l'autre sens. Alors, ce n'est pas ma faute, comme tous les humains, ces automatismes, bien sûr, ils sont liés à notre cerveau d'être humain. Le problème que les humains ont, comme tous les vivants, ils sont mortels. Tous les animaux meurent, les humains meurent parce qu'ils sont des animaux comme les autres, mais les seuls qui savent qu'ils vont mourir à l'avance, c'est nous. Et donc, ça nous crée un petit sentiment d'inconfort et le fait de se dire, voilà, il faut vraiment faire le plus de choses possible avant que la fin n'arrive. C'est inconscient, hein, on ne se dit pas ça forcément. Et puis il y a cette société qui nous pousse à faire beaucoup de choses, à nous vendre entre guillemets, à nous attirer, à attiser nos désirs avec beaucoup de choses. Donc voilà, ce combat aussi est un combat à mener. Alors, ce qui est formidable avec Christophe, c'est que j'ai le temps de préparer ma question d'après, vous voyez, c'est ça qui est bien. Alors, précisément, tu nous parles d'une certitude qu'on connaît tous, qu'on partage tous, qu'un jour on mourra. Mais en revanche, la vie est pleine d'incertitudes, et c'est aussi, sinon une menace, mais quelque chose qui nous déstabilise beaucoup. Et je crois que les anxieux que tu as rencontrés ont évoqué souvent cette idée de ne pas pouvoir maîtriser ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment toi tu aides ceux qui sont dévorés par ce sentiment d'incertitude qui peut les paralyser, les angoisser encore plus? Oui, ça c'est un autre grand axe du travail qu'on fait avec les anxieux. C'est des collègues québécois, il y a une vingtaine d'années, qui ont imaginé un modèle théorique de l'anxiété qui est formidable, qui est très juste. Ils disent, au fond, l'anxiété, c'est une allergie à l'incertitude. C'est-à-dire qu'aucun humain n'aime l'incertitude, savoir quel temps il fera demain, si ma santé va se prolonger 1 semaine, 1 mois, 1 an, si mes enfants vont rentrer de l'école ce soir. Voilà, toutes ces sources d'incertitude, on n'aime pas trop ça et on est rassuré par les certitudes. Et le problème des anxieux, c'est que pour eux, ce n'est pas juste de l'inconfort, l'incertitude, c'est impossible à supporter. Impossible quand vous êtes une maman ou un papa anxieux, eh bien, le fait que vos enfants aient 1 minute de retard le soir au retour de l'école, ou bien le fait que demain, ça soit le départ en vacances, déclenche des états d'anxiété insupportables. Le départ en vacances, alors pour le retard des enfants, je ne vous fais pas de dessin, hein, c'est le kidnapping, l'accident, les agressions des pédophiles, de toutes les horreurs qu'on peut se représenter. Et on a beaucoup de mal à générer un scénario plus paisible. Il reste traîné à la sortie de l'école, ou il regarde, voilà, il joue avec ses copains, ou je ne sais quoi. Et le départ en vacances, c'est pareil. Voilà, demain, on part en vacances, donc comment être sûr que tout se passe bien ?
Est-ce qu'on ne va rien oublier en partant? Est-ce qu'on va être cambriolé en notre absence? Est-ce qu'il y aura des bouchons? Est-ce qu'on ne va pas tomber en panne? Est-ce que là où on va, ça sera bien si on a loué quelque chose? Est-ce que ça va être aussi bien que sur les photos? Si on va au même endroit que d'habitude, est-ce qu'ils n'auront pas construit une autoroute 4 voies sous les fenêtres? Enfin, voilà, c'est tous ces trucs-là. Et donc, ces angoisses ne sont rassurées que quand les incertitudes sont comblées par le fait qu'on est arrivé, on voit que tout va bien, mais d'autres incertitudes se mettent en marche, etc. Donc là, vous avez deux options. Si vous êtes allergique à l'incertitude, si vous avez une intolérance à l'incertitude, soit vous décidez de diminuer l'incertitude dans votre vie, et donc ça, c'est ce que font beaucoup de personnes anxieuses. On planifie. On veut tout verrouiller, on veut savoir toujours où sont les gens, on veut baliser notre chemin, que tout soit sous contrôle. Et donc, c'est l'hypercontrôle, les pathologies de l'hypercontrôle. Donc, soit vous diminuez la part d'incertitude dans vos vies, tout est verrouillé, soit... mais ça peut aller loin. Je ne crois pas que c'est dans le livre de l'Aube que j'en parle, mais c'est dans un autre de mes livres sur l'anxiété. J'avais des amis qui étaient le couple d'amis les plus anxieux que j'ai jamais eu. Quand ils invitaient d'autres amis chez eux, il y avait 3 repas. Il y avait le repas normal, et puis il y avait un repas de secours au cas où le repas normal brûlerait ou il ferait tomber le plat par terre. Et puis il y avait un 3e repas aussi au cas où quelqu'un serait allergique. Voilà. Et pour eux, cette incertitude de est-ce qu'on ne va pas avoir un pépin, est-ce que les invités vont aimer, etc., était intolérable. Et donc, ils verrouillaient en préparant 3 repas différents et en espérant que voilà, le congélateur ne tombe pas en panne ou que sais-je encore. L'autre option, c'est d'augmenter notre tolérance à l'incertitude. Et là encore, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement se dire. Se dire, voilà, sois plus cool, accepte l'incertitude. Oui, c'est vrai, la vie, on ne peut pas tout planifier, donc il faut tolérer l'incertitude. Et ça ne vous change pas d'un iota. Se raconter des trucs comme ça, les bons conseils qu'on vous donne ou qu'on se donne ne marchent pas. La seule chose qui marche, enfin à nos yeux, moi je fais partie d'une école de psychologie qui prône l'expérience vécue comme étant le mécanisme transformateur le plus fort pour un humain. La seule chose qui marche à mon avis, c'est arriver à convaincre vos patients ou vous-même de vous exposer à l'incertitude et voir si vous survivez. Et donc je proposais un exercice classique à mes patients, je leur disais voilà, ce week-end, vous allez partir avec votre conjoint en week-end. Où c'est que vous aimeriez bien aller? Baie de Somme, Normandie, Bourgogne, etc. Et vous ne préparez rien. Interdit de réserver quoi que ce soit. Interdit d'aller sur Internet vérifier les trucs de TripAdvisor, Advisor, etc. Vous partez à l'aventure. Quoi? Comment? L'aventure, l'incertitude. L'aventure, franchement, aller en week-end à 2 heures de Paris, on a vu pire, mais très très angoissant. Mais si tous les hôtels sont complets? Ok, si tous les hôtels sont complets, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire? On est obligé de rentrer à Paris, de dormir dans la voiture. Très bien, est-ce que vous survivrez à ça? Oui. Parfait. Ça ne sera donc pas une catastrophe, ça sera juste ennuyeux, gênant, tout ce que vous voudrez. Et en fait, ce qu'on découvre, évidemment, quand on s'expose à l'incertitude, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas envoyer les gens au carnage non plus ou au suicide, mais ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, c'est la phrase de Sioran. Sioran, il écrit un jour « Nous sommes tous des farceurs ». Nous survivons à nos problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'incertitude, elle peut nous réserver plein de bonnes surprises. On s'aperçoit qu'on trouve toujours un restaurant, un hôtel, des endroits. On se débrouille toujours, on retombe toujours sur nos pattes. Parfois, l'incertitude nous révèle des problèmes. Voilà, on est obligé de rentrer à Paris à 2 heures du matin, de dormir dans la voiture ou de prendre un hôtel moche, on ne sait rien, ou un village vacances où il n'y a pas de chauffage. Mais comme dit Sioran, on survit à ces choses-là. Et donc, ça, c'est l'autre stratégie. Puisque je ne peux pas contrôler l'incertitude, j'augmente ma tolérance à cette incertitude. Et petit à petit, on comprend que finalement, c'est quand même un grand confort de préférer la certitude à l'incertitude,
mais de ne pas surstresser quand on perd le contrôle, quand on sent que tout part en cagade et qu'on ne sait pas comment ça va finir. Alors, lorsqu'on te lit, Christophe, on a vraiment ces belles surprises de rencontrer beaucoup d'écrivains. C'est-à-dire qu'on voit Marguerite Duras, on voit des poètes aussi, Apollinaire, Audiberti, que tu ressuscites un petit peu, Sioran, tu l'as cité, Nietzsche, etc. Et alors, sur ce principe que tu viens de donner, sur l'incertitude, tu as une citation très intéressante de Paul Valéry, dans Tel quel, qui dit « L'esprit vole de sottise en sottise comme l'oiseau de branche en branche. Il ne peut faire autre chose. L'essentiel est de ne point se sentir ferme sur aucune. » Oui, oui, oui. Ah, j'adore cette citation. Mais là, la citation de Paul Valéry, c'est sur un concept que j'aime beaucoup, c'est celui de certitude transitoire. Je crois que dans notre vie, on a besoin d'avoir des points de repère quand même, des certitudes, mais on a besoin aussi de se dire ce qui est certitude pour toi aujourd'hui, tu ne sais pas à quoi ça ressemblera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être elle sera toujours là, peut-être aussi ça sera différent. En médecine, on a beaucoup de certitudes transitoires. Moi, je suis assez vieux maintenant pour avoir connu des époques où, pour éviter la mort subite du nourrisson, on disait un coup sur le ventre, 5 ans après sur le dos, puis après non, sur le côté, à droite, à gauche. Voilà, c'était des certitudes, on était convaincus, donc on transmettait ça aux mamans, aux papas, mais elles étaient transitoires parce qu'au fond, elles pouvaient être démontées par des études sur un plus grand nombre de cas, etc. C'est un peu pareil par rapport à l'éducation des enfants. Quand on éduque ses enfants, c'est important d'avoir des certitudes. Les enfants, alors, on parlait des adultes allergiques à l'incertitude tout à l'heure, les enfants, ils détestent sentir leurs parents incertains. Maman, papa, est-ce que je peux faire ça ? Alors attends, le pour que tu le fasses, c'est ça, le contre, laisse-moi réfléchir. Je sais pas. C'est intolérable pour un gamin. Il préfère un parent qui dit oui ou non. Et même si c'est non, le gamin se révolte, il n'est pas content, mais au moins, il a eu un message clair. Il sent que la vie est quand même régie par certains principes clairs, même si ces principes l'agacent. Mais par contre, effectivement, la conviction qu'on a à tel ou tel moment, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai la certitude qu'il ne faut pas trop discuter avec les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Pourquoi il faut aller au lit à 20h et pourquoi pas à 20h05 ? Eh bien, parce que le cycle du sommeil... Oui, mais les cycles... Bon, c'est l'heure d'aller au lit, c'est l'heure d'aller au lit et c'est terminé. Le débat est clos, tu vas au lit, point. Il me semble que c'est mieux, que ça permet à l'enfant de s'énerver peut-être contre ses parents, mais peut-être que dans 10 ans, 20 ans, on aura plein d'études montrant qu'on abîme le cerveau de nos enfants en leur disant c'est comme ça, on ne discute pas, tu arrêtes de raisonner, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, cette notion de certitude transitoire, moi je l'aime beaucoup parce que c'est la condition humaine. On a besoin à la fois de croire en ce qu'on fait et on a besoin aussi d'être prudent par rapport à la pertinence de ce qu'on fait. Je parlais hier soir avec un ami de tout un... Alors il me racontait des histoires auxquelles je ne crois pas du tout, des trucs de paramédecine, de parapsychologie. Alors j'étais un peu embêté, je ne voulais pas lui faire de peine en lui disant non, pour moi c'est ultra bidon. Et puis après je me disais mais sois plus prudent que ça et réfléchis à ce qui te paraît la meilleure attitude et celle que j'essaie de pratiquer en général. Moi quand quelqu'un me raconte une théorie comme ça qui me paraît invraisemblable, l'attitude que j'essaie d'avoir, c'est du scepticisme bienveillant. Être sceptique, c'est-à-dire pas gober n'importe quoi, mais bienveillant, c'est-à-dire, ok, tu me racontes cette théorie, très bien, alors quelles sont les données ? Tu as lu ça où ? Est-ce qu'il y avait des références scientifiques ? Est-ce que les études scientifiques ont été conduites ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a des preuves, même s'il n'y a pas d'études scientifiques ? Le scepticisme bienveillant, c'est aussi une attitude existentielle nécessaire comme le fait d'accepter d'avoir des certitudes transitoires.
Alors, Christophe, à propos de certitude, de scepticisme bienveillant, il y en a un qu'on ne peut pas avoir, de scepticisme en tout cas, c'est le réchauffement climatique. Et ce que tu nous expliques très bien, c'est que de la même manière que notre cerveau n'est pas équipé pour la pléthore par rapport au manque, il n'est pas non plus équipé pour la pensée complexe et pour quelque chose qui semble nous dépasser tellement, alors qu'on est tout à fait équipé pour aller, comme tu dis, faire ses fins de mois, se nourrir, éviter de se faire écraser en traversant la route, etc. Ça, le changement climatique, c'est quelque chose qui ne nous touche pas comme il devrait nous toucher. Pourquoi ? Alors, on a des hypothèses, on a des certitudes transitoires. Après, voilà, il faudra voir comment tout ça évoluera. Parce qu'en fait, premièrement, on a un cerveau qui est beaucoup plus sensible au court terme qu'au long terme. C'est ce qui avait été dit, je crois, au moment des Gilets jaunes. La fin du mois, plus que la fin du monde, ça nous parle plus, c'est plus imagé, c'est plus concret. Donc cette sensibilité au court terme plus qu'au long terme, et là aussi, ça nous a été légué par l'évolution, évidemment. Quand on était des pauvres petites créatures humaines mal dotées par la nature, dans un environnement avec des animaux beaucoup plus costauds que nous, beaucoup plus menaçants que nous, la priorité, c'était le court terme. Être toujours vivant ce soir, être toujours vivant demain, avoir à manger ce soir, avoir à manger demain. Puis, 6 mois, 1 an, 10 ans, on n'avait pas de... C'était inutile, en gros, d'anticiper comme ça. Donc, on a quand même un peu hérité de cette histoire-là. Et puis après, il y a la question des efforts. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans le réchauffement climatique, et je cite à ce propos Simone Veil, la philosophe. Avec un W. Voilà, la philosophe, pas la femme politique. Et Simone Veil, qui a connu la guerre, qui a connu les privations de la guerre, qui est morte en 1943 à Londres, après avoir rejoint les Français libres en Angleterre, elle était très frappée. Alors c'était une drôle de bonne femme, Simone Veil. Elle était très exigeante, mettant les exigences morales bien au-dessus des exigences matérielles. Les motifs bas et les motifs élevés. Voilà, c'est ce qu'elle appelait les motifs élevés. Elle était très frappée par le fait que les gens mettent une énergie terrible à faire la queue à 3 heures du matin pour avoir un demi-pain ou 2 œufs, puisqu'il y a du rationnement. Elle disait, mais cette énergie formidable, énorme, qu'ils mettent dans l'atteinte d'objectifs bas. Pour elle, c'était bas. Enfin bon, mais elle était spéciale une fois de plus. Pourquoi ils ne la mettent pas dans la poursuite d'objectifs plus élevés ? Et finalement, quand tu m'avais demandé de réfléchir à ces histoires de réchauffement climatique, je m'étais souvenu de cette histoire en me disant, mais on fait pareil. C'est-à-dire, quand je vois l'énergie que nous mettons, par exemple, quand les personnes qui partent en vacances pour comparer les prix sur Internet, le vol le moins cher, l'hôtel le moins cher, le meilleur horaire, etc. Si on met, et quand on achète des vêtements, enfin bon, pour atteindre l'atteinte d'objectifs très concrets, mais très limités finalement, c'est quant à l'impact qu'ils vont avoir sur nos vies en général. Comment ça se fait qu'on ne soit pas capable de mettre la même énergie dans notre engagement contre le réchauffement climatique ou contre des choses qui nous semblent aussi préoccupantes, qui menacent notre espèce. Voilà, pourquoi on ne fait pas ça ? Alors, il y a plein d'explications, évidemment. Les gens qui font de la psychologie sociale vous disent que nous sommes une espèce très grégaire. Et donc, on ne se met en marche que quand on a l'impression que tout le monde s'est mis en marche. C'est-à-dire, moi, je veux bien ne plus prendre l'avion à condition que plus personne ne prenne l'avion. Tant qu'il y aura plein de gens qui prendront l'avion, je ne vois pas pourquoi je m'emmerderai. Alors, ce n'est pas mon vol à moi qui va couler la planète. Et évidemment qu'on ne devrait pas raisonner comme ça. Mais une fois de plus, je ne juge pas parce que mon cerveau produit le même genre de pensée. On est un peu condamné à raisonner comme ça parce que on est, une fois de plus, une vieille espèce, une espèce sociale, et notre cerveau nous a légué cette espèce d'instinct de nous dire ne sois pas trop seul dans un effort qui t'est demandé, parce que si tu es seul, tu es en danger. Reste dans le troupeau, reste dans le groupe. Donc si le troupeau ne se dirige pas vers le fait de moins consommer un certain nombre de biens ou de services qui font couler la planète, eh bien j'attends que les autres le fassent pour le faire. C'est ça. Alors, dans notre public, mais à l'image de ce qu'est notre société, il y a des plus jeunes et des plus âgés. Ce que tu dis touche, est-ce que ça touche plus
les plus âgés, de ceux héritiers de ce vieux cerveau, de cette vieille réflexion. Et est-ce que ce n'est pas pour les plus jeunes quelque chose, de motif de contestation et au contraire de se dire non, on ne peut plus penser comme ça. Autrement dit, est-ce que le cerveau des jeunes est différent du nôtre, de celui des boomers, comme on dit? À un moment, j'avais la certitude transitoire que oui. Et je me disais, mais c'est quoi être jeune? Être jeune, c'est avoir plus d'avenir que de passé. Et être vieux, moi je suis vieux, j'ai plus de passé que d'avenir. Tant mieux, au moins j'ai vécu plein de choses, tant mieux pour moi, mais voilà. Les jeunes, ils ont plus d'avenir que de passé, donc ça serait logique que leur cerveau soit beaucoup plus attentif à ces histoires de réchauffement climatique, etc. Et puis, ça, c'était à la sortie de la crise du Covid, etc. On avait comme ça des naïvetés, des espérances géniales. Et puis, je m'aperçois que c'est quand même plus compliqué que ça, que c'est trop tentant. C'est trop tentant. En venant, là, je suis venu en vélo, je voyais des pubs pour des vols pour je ne sais pas où à 29 €. Quoi. Voilà, Paris-Athènes à 29 €. Je me suis dit, mais si tu étais jeune, tu n'as pas de fric, tu es étudiant... c'est irrésistible, ces histoires-là. Voilà. Donc, je ne veux pas vous plomber le moral, mais je crois qu'on on a encore plein de boulot à faire. Mais par contre, alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes qui sont extrêmement militants, extrêmement concernés par ça, et ce côté-là est réconfortant. Alors, tu as évoqué tout à l'heure un peu la méditation, qui est vraiment un thème central dans ton travail, dans ton métier, je pense, et puis aussi dans ton travail vers nous, vers tes lecteurs. Comment, en quelques mots, tu pourrais distinguer la méditation de ce qu'elle n'est pas? C'est-à-dire, tu commences l'entretien que tu nous avais donné au 1, formidable sur la méditation, en partant d'un tableau de Rembrandt, d'un homme qui médite, et on sent qu'il y a une dimension religieuse dans cela. Est-ce que, justement, la méditation, ça a à voir avec le religieux, avec quelque chose qui transcende, ou est-ce que c'est au contraire, on pourrait dire, une religion laïque, quelque chose qui concerne nous ici-bas, ici et maintenant? Ce n'est pas tout à fait une religion laïque, mais ce qui est vrai, c'est que la méditation est sortie de la sphère religieuse, de la sphère spirituelle, jusqu'à ce qu'émerge cette nouvelle forme de méditation qu'on appelle la méditation de pleine conscience, donc à la fin du XXe siècle. La méditation, ça se pratiquait dans des lieux de religion ou de spiritualité. Moi, mes apprentissages de méditation, je les ai faits dans des monastères bouddhistes, dans des monastères catholiques, parce que c'était un outil pour cultiver sa foi, pour approfondir ses pratiques religieuses, pour approfondir sa vie spirituelle. Ce qui a été révolutionnaire, c'est la mise au point par notamment un de mes collègues, quelqu'un qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui a eu une intuition de génie, un Américain qui faisait de la biologie moléculaire, mais qui était passionné par le yoga, la méditation, le zen et toutes ces choses-là, qui s'est dit, mais tant qu'on continuera d'apprendre la méditation dans des contextes très religieux, avec des statues de Bouddha, avec des crucifix, tout ce que vous voulez, ça restera limité, sa diffusion restera limitée aux gens qui ont ces croyances, qui ont cette foi, qui connaissent cet univers. Et si on veut, puisque les bienfaits sont énormes, que la méditation soit utilisée à l'école, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans le monde de la santé, il faut la laïciser. Il faut que ça soit un outil qui ne présuppose pas l'adhésion à des dogmes, à des croyances, etc. Donc, il a construit un protocole de méditation laïque. Il l'a codifié pour en faire quelque chose d'assez facile à apprendre. Alors, en 3 mois, vous pouvez apprendre les rudiments. C'est un peu comme le ski. En 3 mois, vous pouvez apprendre à tenir debout sur des skis, à passer à peu près partout. Après, toute votre vie, vous allez vous perfectionner. Et en matière de méditation, c'est exactement pareil. On apprend vite les bases, mais après, la voie vous conduit à l'infini, pratiquement. Et puis, il a eu cette intuition aussi qu'on vivait à une époque où on avait légitimement besoin de preuves scientifiques. Si on dit la méditation, ça fait du bien, ok, scepticisme bienveillant, je suis bienveillant, je veux bien vous croire, mais je suis sceptique, je veux avoir des données, des preuves. Avant de faire rentrer la méditation à l'hôpital, moi je veux quand même savoir comment vous avez prouvé qu'elle était bonne pour la santé. Et donc ce trio, laïcité, simplicité et données scientifiques,
a propulsé ces approches de méditation de pleine conscience vraiment sous les feux de la rampe, sous les feux de l'actualité, d'autant plus, comme on l'évoquait tout à l'heure, que c'est arrivé à un moment où nous en avions besoin. Moi, quand je fais les cours aux étudiants sur la méditation, je leur montre 2 courbes sur les diapos. La première courbe qui montre le décollage des études scientifiques sur la méditation à partir des années 90, 2000 jusqu'aux années 2020. C'est vraiment une courbe exponentielle qui monte très haut. Et immédiatement après, je leur projette une autre courbe. C'est les chiffres d'affaires de Samsung sur les ventes de téléphones portables. Et les 2 courbes sont superposables à peu près à la même époque. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle dans le monde scientifique une corrélation. 2 phénomènes sont corrélés. Ce n'est pas forcément un lien de causalité. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de téléphones portables que la méditation est de plus en plus pratiquée? Moi, je formulerais volontiers l'hypothèse, mais on ne le prouve pas en disant les 2 courbes ont décollé au même moment. On prouve juste qu'il y a une corrélation. Mais je pense quand même que la vogue de la méditation, et on reboucle sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, elle est liée au fait que confusément, on sent que si on n'apprend pas à maîtriser davantage notre attention, eh bien, nous allons devenir des esclaves des publicités, des écrans, de toutes les sollicitations inventées par des gens très intelligents pour capter notre attention et l'amener là où ils veulent l'amener. En général, c'est acheter des choses, consommer des choses, voter dans telle direction, etc. Et donc, la méditation arrive à cet instant où les écrans sont arrivés dans nos vies, ont débordé nos défenses. C'est-à-dire c'est arrivé tellement vite, cette digitalisation de nos sociétés, qu'on n'a pas appris à s'en méfier, on n'a pas appris à en faire un bon usage. On a laissé nos vies se faire envahir par les écrans, on a laissé nos enfants se faire dévorer par les écrans. Et le temps qu'on se réveille, c'était trop tard. Et donc, la méditation fait partie des 1001 messages disant « Reprenez en main vos cerveaux, reprenez en main vos capacités d'attention, réapprenez à ne pas aller sans arrêt sur les écrans, redevenez maître de vos choix, de vos décisions, de vos émotions, de votre attention. » Alors, il y a un passage très intéressant dans l'entretien sur le fait que la méditation peut nous permettre de tempérer notre colère. De quelle manière et est-ce que ce n'est pas finalement renoncer à quelque chose de ne plus être en colère? Oui. Ah, ça, c'est un énorme débat. C'est sur le... Voilà, est-ce que la psychothérapie ou est-ce que la méditation ne risque pas de fabriquer des humains un peu émoussés, un peu fatalistes, un peu centrés sur leur petit nombril, leur bien-être et puis peu concernés par le reste? Alors, c'est une objection théorique intéressante parce qu'effectivement, quand on regarde quelqu'un méditer, c'est quelqu'un qui est dans un coin, qui ferme les yeux et qui fait rien. Est-ce qu'il va sauver la planète, quoi? Ça paraît pas évident. En réalité, évidemment, comme toujours, les choses sont plus compliquées. C'est-à-dire que quand vous méditez, vous apprenez quelque chose de très important, c'est le fonctionnement de votre esprit. Donc, on peut méditer pour plein de raisons, mais en général, les gens viennent à peu près tous à la méditation pour les mêmes raisons, pour être moins stressés, pour mieux se comprendre, pour reprendre la maîtrise un peu de leur attention, de leurs émotions, de toutes ces choses-là. Et donc, ils font des exercices. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Moi, ce que j'ai compris, alors là aussi, c'est drôle, j'étais psychiatre, je savais ces choses-là en théorie, mais ce que j'ai compris avec la méditation, c'est que il y a des changements psychologiques qu'on ne peut pas obtenir par la volonté. Si vous vous dites « je veux être moins stressé » ou « je veux être plus heureux », ça aura à peu près le même effet que si vous dites « je veux sauter 2 mètres en hauteur » ou « je veux courir un marathon en moins de 3 heures ». Il ne vous suffira pas de le dire pour être capable de le faire. Mais quand vous dites « je veux être moins stressé, je veux être plus heureux, je veux être plus à l'écoute de ma famille », allez, je commence tout à l'heure. C'est aussi sot, ça ne marche jamais. Et donc, on va devoir s'entraîner à ça. Donc, être moins stressé ou me mettre moins en colère, c'est régulièrement, quand je suis stressé ou quand je suis en colère, et quand je peux, parfois on ne peut pas, on est dans l'action,
Je m'arrête et je me dis, ok, examine ta colère. Alors, elle est où dans ton corps? Quelles sont les parties du corps qui sont en colère? Qu'est-ce qu'elle produit comme pensée? Elle te donne envie de faire quoi? Elle te provoque quelle impulsion? Est-ce que tout ça, ça va dans le sens de tes valeurs? Est-ce que tu penses que ça va améliorer? Tout ça est flou, reste encore là, respire encore, laisse ta colère, continue de l'observer pour mieux comprendre. Voilà. Quand tu fais ça très régulièrement, il y a un truc que tu commences à voir émerger, c'est à la fois la légitimité de ta colère et les dérapages possibles qu'elle va pouvoir provoquer chez toi. La légitimité, c'est que, comme toutes les émotions, la colère, elle a pratiquement toujours une raison. Et les dérapages, c'est que, comme toutes les émotions, si elle n'est pas comprise et régulée, elle peut nous amener dans le mur. Que ce soit les émotions agréables, trop de joie, ça pousse à l'euphorie, qui peut pousser à prendre des mauvaises décisions. Trop de colère, par rapport à des vrais problèmes, peut me pousser à des impulsions, des agressions qui seront contre-productives. Donc l'idée, en général, de la méditation par rapport à la colère, c'est pas ne plus me mettre en colère, c'est faire un bon usage de ma colère. Ce qui suppose, pour capter l'énergie de la colère et m'en servir de moteur à mes actions, d'accepter que la colère soit là, de comprendre comment elle fonctionne et de rediriger cette énergie vers les buts en accord avec mes valeurs, avec ma compréhension de la situation. La colère subie nous pousse à des catastrophes en général. C'est vrai que c'est un moteur, mais c'est un moteur à explosion assez dangereux à manipuler. Alors, nous approchons de la fin de ces 50 minutes. On a essayé de ralentir le temps, de l'étirer, mais le sablier continue de s'écouler. Pour terminer, peut-être quelques mots sur un texte que j'ai trouvé savoureux, qu'on t'avait demandé en fait un début d'année. C'était le 5 janvier 2022, sur quand on dit on va prendre des bonnes résolutions. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu appelles l'art des méta-résolutions, de ces petites résolutions qui sont très importantes? Oui. Alors, les résolutions, moi j'ai toujours trouvé ça sympa. Alors c'est un peu la mode d'en rire, quoi, de dire ouais, allez, au premier de l'an, on prend telle résolution, puis ça marche jamais. Scepticisme bienveillant. Quels sont les chercheurs qui ont étudié si les résolutions marchaient ou pas? Il y en a. J'ai trouvé du coup pour l'article 3 ou 4 études. Et ce que disent les chercheurs, alors ils ont étudié, je ne sais pas, quelques centaines de personnes qui avaient pris des résolutions du jour de l'an. En général, c'est toujours pareil, faire plus de sport, moins manger, moins boire, moins fumer, enfin bon, des trucs comme ça. Et ils ont suivi les gens toute l'année. Et ils se sont aperçus, alors je ne voudrais pas trahir les chiffres, mais je crois qu'en gros, 40% des gens ont appliqué leur résolution après 2-3 mois, tiennent toujours leur résolution. 6 mois, pendant 6 mois. 6 mois, et 20% à 1 an. C'est ça. Après 2 ans, non, tu as bonne mémoire. Ouais, 2 ans. C'est pas si mal. C'est pas si mal finalement. 20% des gens qui prennent des résolutions tiennent bon 2 ans après. C'est énorme. Si je décide de faire plus de sport, de moins fumer, et que 2 ans après, ça fait 20% de gens dont vous avez amélioré la santé. Pour que ça marche, les résolutions, il faut, c'est ce que tu soulignais, Eric, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les méta-résolutions, c'est-à-dire des résolutions sur les résolutions. Ne pas me tyranniser quand j'ai décidé de faire du sport et puis que pendant 3 semaines, j'en fais plus. Ne pas me dire, c'est foutu, tu n'y arriveras pas, remets-toi sur le canapé. Voilà. C'est accepter les faux pas, ne pas être dur avec moi-même, m'y prendre de manière progressive. Enfin, c'est ultra logique tout ça. C'est vraiment... Souvent, la psychologie, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est parfois le reproche qu'on nous fait par rapport à la psychologie positive, à la méditation ou aux psychologies comportementales. C'est que c'est trop simple. Et que les gens savent évidemment ces choses-là. Mais nous, la réponse qu'on leur fait, on leur dit oui, ils le savent, mais est-ce qu'ils le font? La vraie question, c'est pas est-ce que je le sais, mais est-ce que je le fais, est-ce que je l'applique, est-ce que je m'y tiens? Et c'est là où la psychologie a cette vertu extraordinaire, c'est qu'elle nous pousse à l'humilité. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, à condition
qu'on n'ait pas la prétention de se croire plus fort que des principes simples sans même les avoir appliqués, sans même les avoir testés. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Alors je vous propose une très bonne résolution, c'est que dans quelques minutes, Christophe André sera sur l'estrade à côté pour vous dédicacer ce petit livre. Quelqu'un a vu le bonheur, point d'interrogation. On te remercie pour ces exposés très brillants et simples, toujours accessibles, et c'est très précieux. Merci beaucoup Christophe. Merci Eric, merci à vous toutes et vous tous. Merci à vous tous d'être venus.